Et le grand troupeau se poursuit depuis le studio Hello Press. Vous le savez, le tarissement a de forts impacts sur la production laitière. Quelle stratégie de contrôle mettre en place? Quelles solutions mettre en œuvre? Pour répondre, j'ai le plaisir de donner la parole à Loïc Kéméré. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes ingénieur ruminant chez CCPA et à vos côtés, Pierre Clément. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour à tous. Pierre, vous êtes vétérinaire bovin, chef de produits nutritionnels et hygiène au sein de la coopérative Eureden. Vous qui nous suivez, sachez que le chat est ouvert d'ores et déjà au fil des interventions. N'hésitez pas à poser vos questions. Loïc et Pierre, essaieront de répondre au maximum de questions en fin d'intervention. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez compris, aujourd'hui, objectif lait. Loïc, en quoi la prépa vélage fait-elle la différence? Alors la préparation au vélage est essentielle à tous les niveaux. Elle est bénéfique au niveau de la vache pour un vélage qui se passe bien, la santé du veau, la vitalité à la naissance, mais elle est aussi impactante sur les niveaux de production au démarrage. Aujourd'hui, on a des élevages qui ont des vaches qui démarrent à plus de 70 kilos de lait par jour, et c'est la résultante des bonnes pratiques lors de la phase de tarissement. Donc c'est une période clé pour obtenir des meilleurs niveaux de production, mais c'est aussi une période clé qui va permettre d'obtenir des bons résultats économiques. Ouais, c'est une période clé sur laquelle il s'agit de ne pas improviser. Des solutions, de la méthode, c'est effectivement stratégique. Le constat que vient d'établir Loïc, Pierre, vous le partagez? Oui, pour moi, une bonne prépa vélage fait la différence pour 3 aspects. Premièrement, ça permet de tenir des niveaux de production élevés dans la durée. Deuxièmement, ça permet de limiter les pathologies en début de lactation, et ça représente de la tranquillité d'esprit pour les éleveurs. Et troisièmement, ça permet de limiter aussi les réformes subies, par exemple, suite à des troubles de la reproduction, des troubles métaboliques ou des boiteries. C'est très clair. Allez, on va essayer d'approfondir nos connaissances ensemble. On va revenir aux enjeux du tarissement. Les impacts, Loïc, sur la santé de la mamelle, tout d'abord. Alors c'est une phase importante effectivement pour la santé de la mamelle. C'est un moment entre les deux lactations. Souvent en fin de lactation, les taux cellulaires augmentent et là on va essayer d'assainir à nouveau cette mamelle. Donc il y a des points bien connus. C'est l'assécher au plus vite possible cette mamelle en éloignant les animaux de la situation de la traite. C'est aussi un moment qui est important pour ne pas réinfecter les vaches pour la lactation qui va venir. Et pour ça, il va falloir travailler sur le confort de l'animal, avoir 12 mètres carrés de disponible pour que la vache puisse se promener, accès à l'eau, accès à l'auge. On sait que le mouvement de la vache va être favorable à la vitesse de vélage et donc à la vitalité du veau derrière aussi. On sait que cette litière, elle est importante pour l'hygiène puisque 2/3 des mammites en début de lactation sont directement liés à l'infection pendant le tarissement. Donc ça, c'est des points très importants à gérer. Et un point un peu plus nouveau pour la santé de la mamelle, il y a aujourd'hui des solutions nutritionnelles qui existent à base de plantes comme la Scutellaria, qui va permettre à la cellule de se défendre naturellement et de connaître moins de mortalité. Et ces flavonoïdes permettent aussi un développement cellulaire plus important, ce qui fait qu'au final, avec ce genre d'additifs, on voit des taux cellulaires qui diminuent et une production laitière qui augmente de l'ordre de 7% dans les essais qu'on a menés. Ouais, c'est significatif, ça favorise la quantité de lait produite et ça influe sur la qualité du lait également. Quid de la santé du veau? Alors la santé du veau, elle est importante, comme je l'ai évoqué. Une vache dans un confort optimum va permettre au veau d'être moins stressé au moment du vélage, donc plus de vitalité et ça sera favorable pour baisser le taux de mortalité.
C'est aussi important sur l'aspect colostrum qui est assez bien connu. Le fait d'avoir une période de tarissement où on prête attention à, comme j'ai dit, au confort, mais aussi à l'alimentation de la vache en protéines, en énergie, mais aussi en oligo, vitamines et antioxydants, va permettre une production de colostrum de qualité avec plus de Brix, plus d'immunoglobulines, mais aussi une production de colostrum en plus grande quantité, ce qui est important puisque le veau naît quasiment sans défense immunitaire. Et oui, effectivement, on a vu santé de la mamelle, santé du veau. Quel impact sur le démarrage en lactation? Alors, tout le monde sait que le démarrage en lactation est la résultante aussi de la préparation vélage. Vous allez pouvoir voir à l'écran des courbes. À travers ces courbes, ce sont des courbes de lactation en fonction des niveaux de production. La courbe verte en haut, c'est la courbe de lactation des vaches quasiment à 12 000 kilos. La rose à 10 000 et la bleue à 8 000. Et ce que je veux montrer à travers ce graphique, c'est que le pic est quand même un objectif qu'il faut continuer à viser, puisque quand la courbe est lancée, on voit bien qu'elle ne se recroise pas, la tendance est donnée. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces pics-là en début de lactation, donc des bons démarrages. Et on voit que quand la courbe est lancée, le plus de lait qui est produit à partir du pic perdure avec une meilleure persistance jusqu'à la fin de lactation. Donc 2 ou 3 litres de lait obtenus par des bonnes pratiques au pic, c'est 700 ou 1000 litres de lait de plus sur la lactation, ce qui est énorme. Ouais, en effet, Loïc, c'est très clair sur ces courbes. On voit combien c'est un indicateur important et que l'effet est durable sur la productivité. Allez, autre sujet, l'impact en termes d'alimentation. Oui, si on revient concrètement sur l'alimentation, il y a 3 axes qu'il faut travailler. Il y a d'abord l'ingestion, facteur clé de la réussite. L'idée, c'est que la vache tarie conserve un volume d'ingestion important pour valoriser au maximum la ration quand elle va véler. Donc, on va travailler sur la disponibilité, sur l'appétence, mais aussi sur la taille des particules pour stimuler l'ingestion. Le deuxième point, c'est sur la transition. Alors, l'idée, c'est d'apporter une concentration de ration aux vaches taries qui s'approche de la ration des vaches laitières, encore une fois, pour que les taux d'amidon, la MAT et ainsi de suite soient proches et que la transition soit facilitée pour l'animal. Et le troisième point, c'est évidemment travailler sur la transition en termes de fourrage, adapter, prendre les fourrages des vaches laitières pour partie sur les vaches taries, pour que la flore ruminale ait temps de s'adapter, de digérer au mieux et du coup de gagner en efficacité économique en démarrage en lactation. Ouais, c'est très clair pour ce point. Quid des maladies péripartum? Alors, les maladies péripartum, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, elles sont très importantes, celles qui sont liées. Et c'est à peu près logique puisque sur le graphe de droite, vous voyez les niveaux d'inflammation que la vache subit, notamment au niveau du vélage. Il y a un pic d'inflammation, alors qu'on va pas pouvoir annuler, mais tout ce qu'on va mettre en place va être dans l'objectif de réduire ce pic d'inflammation pour les impacts que ça peut avoir. Alors, si on revient sur les maladies péripartum, 2 éléments. Il y a 30% des pathologies qui ont lieu dans les 30 premiers jours de lactation, donc ce qui est énorme. Et on a aussi 20% des cas cliniques sur la lactation qui sont directement liés au péripartum, comme les non-délivrances, les cétoses et autres. Donc ça veut bien dire que, en plus des mammites qui sont affichés ici, la gestion de la préparation vélage est très importante pour réduire ce nombre de pathologies. Et impact important des pathologies, c'est toute l'énergie nécessaire aux animaux pour lutter contre ces pathologies ne sera pas disponible pour produire du lait à court terme, mais aussi pour la reproduction dans les semaines à venir après le vélage. Forcément, tout ce que vous venez d'identifier, Loïc, c'est pas sans impact économique. Effectivement, les chiffres ont été donnés en 2024, tout à fait récemment. Le manque à gagner des différentes pathologies, alors pas que liées au péripartum, sont de l'ordre de 11 500 € pour un troupeau de 100 vaches. Donc effectivement, l'impact économique, il est essentiel, mais Pierre l'a précisé tout à l'heure également. Il y a d'autres impacts des maladies, c'est le stress lié à ces pathologies pour les éleveurs, c'est des traitements et du travail en plus. Donc, je pense que les éleveurs sont sensibles à ce genre de contraintes. Et donc, tout ce qui va être mis en amont, notamment par la partie préparation vélage, va
les aider à avoir moins de travail et moins de stress au quotidien. C'est un vrai objectif pour eux aujourd'hui. Clairement, c'est un enjeu d'amélioration, hein, tout simplement, des conditions de travail. Donc, c'est tout à fait stratégique. On a compris toute l'importance du sujet d'aujourd'hui. Pierre, je voudrais qu'on profite de votre expertise et on va revenir, si vous voulez bien, sur les pathologies qui sont impliquées. Oui, alors donc il y a 3 pathologies principales. Il y a les fièvres de lait et les hypocalcémies subcliniques. Deuxièmement, il y a les acétonémies subcliniques. Et troisièmement, les non-délivrances, qui sont vraiment les 3 grandes pathologies. En France, on estime qu'à peu près 50% des vaches laitières vont être confrontées soit à un trouble métabolique ou infectieux en début de lactation. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt un défi nutritionnel pour limiter ces pathologies. Donc, commençons par les fièvres de lait. Elles touchent à peu près 5% des vaches sous leur forme clinique. Mais attention au danger invisible qui est l'hypocalcémie subclinique, qui, elle, touche plutôt 50 à 60% des animaux. C'est à peu près les chiffres qu'on a obtenus dans 3 troupeaux bretons gérés en un lot unique de tari, par exemple. Donc, c'est des chiffres vraiment très conséquents. conséquents. Ouais. Deuxième pathologie, l'acétonémie subclinique liée au déficit énergétique en début de lactation. Elle touche à peu près une vache sur 4 en moyenne, mais dans certains troupeaux, ça peut être aussi 60 ou 70% des animaux. Et le plus insidieux, c'est que c'est sans signe clinique visible par les éleveurs. Donc le coût de cette pathologie, c'est à peu près 250 € par cas quand on inclut les traitements et les pertes zootechniques. D'où l'importance de contrôler régulièrement en faisant des bilans métaboliques en début de lactation, par exemple. Et troisième pathologie, les non-délivrances. Elles touchent à peu près 8 à 10% des vélages. La vache qui ne délivre pas au vélage commence sa lactation avec un boulet au pied, vraiment, parce que c'est un risque de métrite multiplié par 3 et un intervalle vélage-vélage qui va s'allonger derrière. Mais ce qu'il faut comprendre sur ces pathologies, c'est qu'elles ne sont pas isolées entre elles. Elles sont souvent reliées, en fait, puisque, par exemple, une vache qui va avoir un trouble métabolique va avoir une moins bonne immunité et va être plus sensible aux maladies. Et de la même manière, une hypocalcémie subclinique mal gérée va entraîner des problématiques de contraction des muscles lisses et donc un risque de non-délivrance qui est augmenté également. Donc, ces pathologies, elles coûtent cher, mais il faut plutôt les voir comme des symptômes d'une transition mal gérée. Et donc, on peut les prévenir par la nutrition et la prévention. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. On peut effectivement les prévenir. C'est évidemment l'enjeu de ce webinaire. On a compris, la réaction en chaîne. Ces pathologies, effectivement, peuvent se cumuler. Loïc, focus sur l'hypocalcémie. Le coût de cette pathologie. Alors, les hypocalcémies ont été chiffrées à 170 € par cas. Alors, ça contient les frais directs liés à la baisse de production ou les traitements nécessaires pour soigner la pathologie, et les coûts indirects qui peuvent être les retards en reproduction ou les réformes anticipées, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais, bon, on a compris, ce coût, il est significatif. Tout l'intérêt aujourd'hui, c'est d'identifier des leviers pour l'éviter. Quelle solution ? Alors aujourd'hui, il existe 2 stratégies très claires. La stratégie BACA négative, qui est très connue et très développée, et la stratégie un peu plus nouvelle, qui est le capteur de phosphore. Les 2 stratégies ont le même objectif, c'est que la vache, lors du tarissement, soit capable de mobiliser son calcium pour des besoins soudains qui sont liés aux contractions musculaires, mais aussi à la production de lait et de colostrum. Ouais, ça marche. Entrons dans le détail de chacune de ces stratégies. Le BACA, d'abord. Alors, la BACA, on va voir sur l'écran, la BACA consiste à apporter des sels ioniques, comme les chlorures de calcium ou chlorure de magnésium, pour baisser le pH sanguin, ce qui va augmenter la sécrétion d'une hormone, la parathormone. Et l'objectif d'apporter ce genre de solution, c'est d'augmenter l'absorption intestinale du calcium, mais aussi, ce qui est recherché, c'est la mobilisation osseuse du calcium pour couvrir les besoins. Effectivement, on peut imaginer qu'il y a des points de vigilance quand on mène une telle méthode. Oui, il y a des points de vigilance. La BACA a quand même un intérêt évident, c'est qu'elle a fait ses preuves, c'est très développé à l'international, il y a beaucoup d'essais qui ont été menés dessus. Donc c'est quand même une stratégie qui fonctionne bien, qui a l'avantage pouvoir être mise en place, qu'on travaille avec un lot de tari ou deux lots de tari avec des niveaux de BACA différents, mais globalement on peut mettre en place. Alors après, c'est vrai qu'il y a des points de vigilance.
C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai parlé de sels anioniques. La plus grosse problématique qu'on rencontre avec l'apport de ces solutions, c'est l'impact sur l'appétence. C'est très inappétant, donc ça va plutôt avoir tendance à réduire l'ingestion, et c'est pas du tout ce qu'on recherche chez Vachettari, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Alors après, il existe des solutions de sels anioniques protégés, hein, le calcibalance chez CCPA par exemple, qui vont avoir un impact neutre sur l'ingestion. Autre point de vigilance par rapport à cette stratégie, c'est qu'il faut pouvoir valider que cette stratégie fonctionne bien, avec notamment les pH urinaires à prendre sur les vaches laitières, oui, ou les vaches taries qui vont véler, et c'est parfois très contraignant, et aujourd'hui assez peu d'éleveurs le font par rapport à ça. Et enfin, un autre point important, c'est que on parle de BACA négative, mais il y a certains régimes alimentaires des vaches taries qui ne correspondent pas vraiment à cette stratégie-là. C'est qu'on est à base d'herbe, dans des régions plus au sud de la France ou avec des AOP, où les BACA des rations sont plutôt de l'ordre de 300, 350. Donc c'est quasi impossible de baisser la BACA significativement sans impacter fortement l'ingestion. Ah, effectivement, donc des points de vigilance des limites malgré tout. Une méthode bien rodée, les capteurs phosphore, plus récent, une méthode, voilà, on attend des détails. Voilà, effectivement, c'est plus récent, mais en plein développement, notamment aux États-Unis. Hein, ça prend des parts de marché et avec des très bons résultats. Donc le principe du capteur de phosphore, c'est qu'on l'apporte comme solution nutritionnelle aussi à la vache. Ça va capter le phosphore salivaire et ruminal éliminé par les bouses, ce qui va avoir pour conséquence de réduire l'absorption intestinale du phosphore et du calcium, mais d'hausser la mobilisation osseuse par l'intermédiaire du phosphate de calcium dans les os. Donc deux stratégies différentes pour mobiliser le calcium, mais le même effet, c'est-à-dire que la vache dispose de calcium pour lutter contre les risques d'hypocalcémie. D'accord. Alors pour bien comprendre quand même sur ce capteur de phosphore, avantages, limites. Alors, l'avantage de cette solution, c'est qu'on s'exclut de la stratégie BACA et c'est un élément qu'on prend plus en compte. Donc, ça veut dire que le capteur de phosphore peut à la fois correspondre à des rations taries maïs paille, mais aussi des rations taries à base de fourrage plus herbagé, foin, ensilage d'herbe et autres. Donc ça, c'est un point très positif. Tout à l'heure, dans la BACA, je disais qu'il fallait suivre à partir du pH urinaire. Là, on va plutôt se baser sur le calcium ingéré par la vache et adapter la quantité de capteurs, le phosphix à la vache. Par exemple, une ration avec 40 grammes de phosphore ingéré par la vache, on va devoir apporter de l'ordre de 350 à 380 grammes de phosphix. Donc, c'est important de maîtriser le phosphore que la vache va ingérer. Et autre point un peu limitant, je dirais, pour cette stratégie, elle se limite aux troupeaux qui gèrent de l'eau de tarie. Donc on conseille le capteur de phosphore sur 3 semaines avant vélage, pas au-delà. Effectivement. On a bien cerné, du coup, les avantages et les limites de ces stratégies. Pierre, je me retourne vers vous pour avoir votre retour au sein de la coopérative Eureden. Vous avez mis en œuvre ces stratégies. Alors tout d'abord, quelles sont les problématiques ? Alors on était dans un contexte où le prix du lait 2025 a été bon et donc les éleveurs ont globalement voulu monter en productivité par vache pour augmenter leur marge sur coût alimentaire et compresser un peu leur charge de structure. D'autre part, on a un contexte de robotisation massif de la traite qui participe de cette même dynamique. Et donc, les éleveurs ont a priori 2 leviers principaux. Premièrement, c'est d'investir dans la ration des vaches taries. Deuxièmement, d'investir dans la ration des vaches laitières. Donc, pour les vaches taries, chez Eureden, on est convaincu que la performance passe par la maîtrise de 5 piliers principaux. Premier pilier, c'est la maximisation de l'ingestion et la limitation du tri. Deuxième pilier, c'est le confort sur les animaux gestants. Troisième pilier, c'est l'abreuvement. Quatrième pilier, c'est la maîtrise des boiteries. Et cinquième pilier, la maîtrise des notes d'état corporel. Effectivement, c'est très clair pour ces 5 piliers. Les problématiques, vous les avez mises en lumière. Les solutions ?
qu'est-ce que vous avez adopté? Alors, je vais me concentrer sur la partie nutrition plutôt. Ouais. On utilise en routine, nous, des stratégies plutôt de BACA négative, même si on mène actuellement des essais sur les capteurs de phosphore. Donc, les solutions, première solution pour l'ingestion et le tri, c'est la mise en avant du broyage de la paille sur des longueurs de 1 à 2 cm de longueur avec des broyeurs de type Teagle et éventuellement ajout d'eau dans la ration prépavélage pour limiter le tri. On préconise aussi régulièrement de l'aliment liquide en prépavélage, ce qui permet là encore d'augmenter l'ingestion sans impacter la BACA de la ration. Et puis, on recommande souvent de contrôler régulièrement la présentation physique de la ration, donc à l'aide de Tami Penn State. Là, on connaît souvent les normes en lactation, mais il existe des normes spécifiques un peu de tamisage pour les rations taries. Deuxième type de solution, c'est d'augmenter la teneur en protéines des rations prépavélage. On préconise maintenant 1200 à 1300 grammes de PDI en prépavélage, voire 1400 grammes dans certains troupeaux. Et donc, concrètement, ça correspond à des rations entre 13 et 14% de MAT, ce qui est favorable à la fois pour stimuler l'ingestion en début de lactation et aussi sur les qualités de colostrum, dont a parlé Loïc précédemment. Donc pour ça, nous, on préconise par exemple notre aliment prépavélage Périxoprépa à 4 kg par vache tarie en prépavélage, ou alors 3 kg de cet aliment Périxoprépa et un demi-kilo de correcteur que l'éleveur rajoute. Ah, c'est très clair. En termes de formulation d'aliments? Alors notre aliment Périxoprépa, il a été formulé spécialement pour le challenge du péripartum, suivant 3 axes. Le premier axe, on a mis donc des hépatoprotecteurs, puisqu'il contient de la méthionine et de la choline ruminoprotégée. Deuxième axe, on a vu tout à l'heure avec Loïc que l'inflammation était vraiment un challenge en péripartum. Donc cet aliment, il contient des extraits de plantes avisés pour maîtriser l'inflammation. Et troisième axe, il contient également de la vitamine D3 AID, qui est une forme de vitamine D3 rapidement mobilisable par l'animal pour la maîtrise de la calcémie et le soutien de l'immunité également. Alors, beaucoup de sciences nutritionnelles effectivement derrière ces choix. Évidemment, ce qu'on a envie de savoir, c'est les résultats. Alors j'ai en tête un élevage là qui, en travaillant progressivement ses piliers, est passé en 2 ans d'un niveau de production de 38-39 kg par vache à 47-48 kg par vache aujourd'hui. Donc un premier axe a été de mettre en place le broyage de la paille Teagle, ce qui a permis de gagner entre 0,5 et 1 kg de paille ingérée. Deuxième axe, ils ont utilisé donc notre aliment Périxoprépa à 4 kg par vache tarie et par jour. Et troisième axe, ils ont investi dans le confort, en mettant notamment des tapis, en rajoutant des abreuvoirs et ce genre de choses. Et puis ils ont également, en parallèle, investi bien sûr dans la ration des vaches laitières, comme je le disais, avec une stratégie de densification en énergie de la ration des vaches laitières. Ah, c'est très clair, effectivement, des résultats très significatifs. Vous avez déjà commencé à interroger Loïc et Pierre. N'hésitez pas, allez dans quelques minutes, ça sera la séance des questions du chat. Avant ça, Loïc, quand on voit de tels résultats, c'est quoi votre commentaire? Les résultats que Pierre vient d'évoquer sont très significatifs. C'est même impressionnant, mais ça prouve bien tout l'intérêt de vraiment se consacrer sur cet atelier des vaches taries pour mieux préparer les démarrages en lactation. Mais on voit aussi que c'est multifactoriel. Il y a effectivement la ration, les pratiques et des additifs nécessaires aussi qui apportent une plus-value. Pour le foie, pour l'immunité, ça c'est très très important. Alors en général, ce genre d'investissement, si on compare une ration sans préparation ou sans adaptation spécifique aux vaches taries, les investissements nécessaires sont de l'ordre de 0,8 à 1 euro, 1,20 € par vache et par jour sur la phase préparation. Donc ça fait en moyenne, allez, on va dire 1 euro par jour, 20 € sur la phase de tarissement. Et quand on voit tous les bénéfices qu'on en retire, je trouve que le retour sur investissement se justifie facilement avec ce genre de pratique. Clairement, en fait, c'est moins coûteux que du curatif. Oui, effectivement, dès qu'on met du curatif en place, ça veut dire qu'on a déjà constaté qu'on avait perdu quelque chose et qu'en plus, il faut investir dans un médicament, un soin ou
une prestation honoraire. Enfin, en tout cas, les éleveurs sentent bien que dans la stratégie actuelle, investir sur le préventif est plus intéressant. Avant de passer, allez, dernière question, avant de passer aux questions du chat. Loïc, allez, au fond, la prépa village, ça fait vraiment la différence? C'est évident, je pense qu'à travers ce qu'on a présenté, le témoignage concret de Pierre, c'est à la fois pas nouveau, mais c'est à la fois pas généralisé encore. Donc ça veut dire qu'il y a des marges de progrès chez beaucoup. En tout cas, les vaches taries ont des besoins spécifiques, adaptés bien sûr au contexte de l'exploitation et aux objectifs de production, mais quand on met tout en place, les résultats arrivent très vite et sont vraiment visibles. Alors, si on veut résumer, on a fait un focus sur l'inflammation, qui a un impact plus général. C'est pas que sur une maladie, mais les maladies sont très fortement corrélées. Pour limiter ce risque d'inflammation, on a fait le point sur le confort, l'aspect bâtiment notamment. Les stress quand on change de l'eau, quand on change de bâtiment, le stress thermique aussi qui peut avoir des conséquences importantes, et l'aspect transition, transition de bâtiment, transition entre les lots. Voilà, ça c'est un point très très important, et l'éleveur peut vraiment jouer fortement sur cette partie-là. Et il y a aussi tout l'aspect nutrition. On a parlé des rations, des besoins qui sont très connus selon les niveaux de production, selon plein de choses, mais en tout cas qu'on soit en un lot, deux lots, les recommandations exactes, elles existent et sont disponibles sur les logiciels de rationnement en général. Et je reviens quand même sur l'hypocalcémie, qui est la pathologie la plus fréquente et pas toujours la plus vue, parce que la forme visible, on l'évoquait, c'est de l'ordre de 5% de fièvre de lait. Aujourd'hui, il existe des stratégies qui fonctionnent, qui peuvent être adaptées selon les élevages. Il y a la BACA et le capteur de phosphore. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut consacrer du temps et les moyens. En tout cas, dès qu'on y met les moyens, on a vu les résultats tombent. Le lait qui sera produit, les démarrages de lactation ne seront que la conséquence des bonnes pratiques qui auront été réalisées, et forcément un lien direct avec l'économie et la marge sur coût alimentaire qui pourra être calculée. Allez, il nous reste un petit peu de temps pour répondre aux questions. Bien sûr, on va en prendre une sélection. Vous pourrez répondre aux questions que je n'ai pas mises à l'antenne a posteriori. Alors, sur les deux stratégies, allez, deux questions en une. Les différences de coûts et puis, au fond, est-ce qu'on peut les cumuler? Alors, vas-y. Alors, les stratégies, il y a vraiment, je pense qu'il faut d'abord différencier qu'on soit en un lot ou deux lots de taris. Ouais. Donc le premier point, si effectivement on est un seul lot de taris, on va viser des BACA plutôt pas négatives, mais moyennes, mais c'est la stratégie BACA qu'il va falloir prendre. D'accord. Si on a deux lots, quels que soient les fourrages, effectivement, en prépa-vélage, on peut prendre les deux stratégies. Les deux stratégies fonctionnent, mais si on prend le capteur de phosphore, encore une fois, on s'enquiquine pas de la BACA. On va pas mettre des chlorures ou autres à côté. C'est le capteur de phosphore en fonction du phosphore ingéré. Mais en tout cas, les deux stratégies sont possibles quand on est sur un lot prépa, sachant que les rations à herbe, c'est plus difficile quand même de se C'est clair, vous l'avez dit. Mais la différence de coût? Alors, la différence de coût. La stratégie capteur de phosphore est aujourd'hui un peu plus coûteuse sur le papier, mais il faut raisonner à cette stratégie au global, parce que comme j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est une stratégie qui est plus simpliste, un peu moins, pas plus simpliste, plus simple à mettre en place, parce que on s'inquiète pas de la BACA. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais un des avantages aussi, c'est qu'on peut du coup intégrer une partie de la ration des vaches laitières dans la ration des prépa-vélages. Et donc, en termes de simplification et autres, ça a aussi quelques avantages. Et il n'y a pas que le coût qu'il faut regarder, c'est aussi la praticité de la technique. Ouais, juste en amont aussi, dans cette stratégie capteur de phosphore, on va essayer de réduire les apports de phosphore. Donc, choisir peut-être des correcteurs sans colza, par exemple. Donc, en fait, on va plutôt travailler sur la teneur en phosphore de la ration en amont. Et donc, il faut raisonner le coût global et pas que le coût du produit. Oui, parce qu'effectivement, je tiens à préciser effectivement que le capteur de phosphore phosphate c'est apporté en fonction du phosphore de la ration. Donc, tu as parlé des correcteurs, on parle aussi des CMV qui peuvent être à zéro de phosphore. C'est déjà une solution pour réduire. C'est clair pour ce point. Allez, une question d'actualité. Comment accompagner au mieux les vaches taries lorsqu'elles subissent des températures extérieures élevées, comme il y a quelques semaines et comme actuellement, notamment au niveau de l'ingestion de la ration qui a tendance à baisser? Alors, il y a des techniques liées au stress thermique en général qui ont peut-être été évoquées d'ailleurs ce matin. C'est le premier impact du stress thermique, c'est l'ingestion.
Donc tout faire pour que les vaches ingèrent le plus. C'est distribuer au moment les plus frais, une ration plus concentrée, avec sans doute un petit peu plus de fibres, peut-être humidifier pour l'appétence et donner accès à l'eau aussi facilement. Et il y a aussi des solutions, des additifs qui existent, qui permettent aux animaux de mieux passer cette période en stimulant la gestion, en permettant à des animaux plus calmes de se coucher et d'évaporer cette chaleur. Pierre, comment vous avez géré la situation? Oui, effectivement. Alors, il y a toutes les recommandations dont a parlé Loïc. Effectivement, avec CPA, on travaille aussi sur un additif qui s'appelle le Thermoplus, qui permet que l'animal s'adapte un peu avant les coups de chaud et se mette à saliver plus, et on lui apporte aussi des ions qu'il va perdre plus par la transpiration. Donc ces additifs-là. Et je pense qu'en France, on a aussi beaucoup de travail à faire sur l'aménagement des bâtiments. Les taris, c'est souvent le parent pauvre aujourd'hui, alors que ça devrait être les animaux dont on prend le plus soin. Quand on va à l'étranger, il y a des systèmes de refroidissement pour les vaches taries, au même titre que pour les vaches en lactation, et ça devrait être la priorité, puisque en fait, on sait dans les études assez récentes là que un stress thermique en tari a des impacts jusqu'à la 3e génération derrière en termes de production laitière. C'est les études américaines, donc c'est vraiment majeur, et on devrait choyer les taris. Ah oui, effectivement. En termes d'aménagement aussi des locaux. Allez, dernière question-réponse rapide, et puis les autres questions, vous y répondrez a posteriori. C'est une question alors très précise sur la stratégie capteur phosphore. Doit-on toujours gérer l'apport de calcium au tarissement via un minéral moins dosé, par exemple? En fait, non, c'est indépendant. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de gérer forcément l'aspect calcium de la vache tarie quand on gère une stratégie capteur de phosphore. Juste préciser que le capteur de phosphore est un capteur très spécifique qui vient capter le phosphore par sa polarité et sa structure géométrique. Donc, le calcium n'est pas prioritaire dans la gestion de la ration tarie. Capteur phosphore que vous êtes en train d'expérimenter, hein, c'est ça, chez René. Entendu. Eh ben, merci à vous, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, Hello, Grand Troupeau se poursuit. À très vite.